Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue dans Passé Présent, l'émission de Philippe Conrad, dirigée aujourd'hui par Pierre Demeuse. Quel est le programme, cher Pierre, aujourd'hui? Eh bien, chère Catherine, aujourd'hui, nous allons avoir d'abord l'exposé dont vous allez nous régaler concernant la mort du prince impérial. Ça viendra en second. Ça viendra en second, bien sûr. Vous nous expliquez d'abord un point peu connu de l'histoire de France. Alors, j'interrogerai, après votre exposé, notre ami Philippe Dugues, ici présent, sur l'impact du cinéma américain et l'implication légale des relations entre Hollywood et Billancourt. Et je vous aurai précédé avec un exposé concernant une révolution diplomatique en plein XVIIIe siècle, une révolution diplomatique qui a beaucoup influencé les guerres de cette époque-là. Donc nous partons au XVIIIe siècle avec un point qui est peu connu de la plupart des gens. Absolument, il s'agit de la révolution diplomatique de 1756. Donc, et qui a donné lieu à Louis XV. Nous sommes en plein règne de Louis XV. Et donc, avec les deux traités de Versailles, pas celui de 1919, bien sûr, mais deux traités de Versailles qui ont eu lieu à cette époque-là. Alors, il faut comprendre, pour se mettre dans comprendre cet état de choses, il faut comprendre qu'au XVIIIe siècle, eh bien, toutes les guerres françaises concernent chaque fois l'Angleterre. Parce que les intérêts de l'Angleterre sont totalement opposés à ceux de la France, dans la mesure où la France est le seul pays qui a encore des moyens de faire concurrence à l'Angleterre. Or, l'Angleterre ne peut pas admettre de concurrence. Elle veut bien la liberté des mers, mais à condition de ne pas y avoir de concurrence. Pendant la Régence, eh bien, la France, qui était épuisée par les guerres de succession d'Espagne, la guerre de succession d'Espagne, a accepté cette domination de l'Angleterre. Mais dès que l'on a la majorité légale du roi Louis XV, eh bien, à partir de ce moment-là, les choses vont changer et la France va vouloir mener sa politique elle-même. Alors on va avoir d'abord une première guerre qui est la guerre de succession d'Autriche. Cette guerre, c'est, vous le savez certainement, elle est due à la mort sans héritier mâle de l'empereur d'Allemagne, Saint-Empereur romain germanique, qui s'appelait Charles VI, et qui n'a qu'une fille. Alors il va désigner sa fille pour lui succéder. Mais tout le monde n'est pas d'accord, et les Français vont faciliter l'élection comme empereur de l'électeur de Bavière. L'impératrice, la future impératrice Marie-Thérèse n'est pas d'accord, et il y a une guerre. Et au cours de cette guerre, eh bien, vous avez du même côté la France, la Prusse, et du côté adverse, l'Autriche et l'Angleterre, comme il se doit. La Prusse commence, dès le début de la guerre, à s'emparer d'une des plus riches provinces de l'Empire, qui est la Silésie. Et là, eh bien, l'objectif de guerre est atteint, ce qui fait que la guerre va durer pendant 4 ans, mais Frédéric II nous laissera tomber ayant atteint ses buts de guerre. Ce qui fait que le traité, la paix d'Aix-la-Chapelle, qui a lieu 4 ans plus tard, laisse à Marie-Thérèse son titre d'impératrice, puisqu'elle a épousé un autre Habsbourg-Lorraine, qui est empereur, donc elle est impératrice. Mais en revanche, la paix n'apporte rien à la France, aucun territoire, aucun avantage, et même pas la sécurité des mers. Quant à la Prusse, dès qu'elle a récupéré la Silésie, elle s'est retirée des combattants. À l'époque, on dit « la France a combattu pour le roi de Prusse ». Expression que l'on utilise encore. Tout à fait, qui est maintenant passée dans comme un proverbe. Oui. Et cette expression est de Voltaire, qui constate évidemment que cette paix est un peu un marché de dupes, que l'alliance prussienne n'a rien donné. Et là, il faut réfléchir à une autre alliance, et on va se demander quelles sont les alliances possibles. Alors, la première idée, c'est une alliance avec l'Autriche. Il faut savoir que Louis XIV avait déjà essayé de tenter une alliance avec l'Autriche
à partir du moment où l'Espagne était passée sous la domination d'un Bourbon. Et on estimait qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de danger autrichien. Mais Charles VI avait refusé. L'idée refait surface après cette guerre de succession d'Autriche et la paix d'Aix-la-Chapelle. Le problème, c'est qu'en France, cette alliance possible n'est absolument pas populaire. Elle est même exclue par beaucoup de gens et elle le restera pendant fort longtemps. Ce qui fait que Louis XV va mener une politique tout seul, avec ce qu'on appelle son cabinet secret. Il a autour de lui des gens qui vont négocier derrière le dos des ambassadeurs et même derrière le dos des ministres. Nous verrons tout à l'heure quels étaient ces gens. Et donc, il estime, en effet, Louis XV, que le but d'une alliance doit se faire en fonction de l'ennemi. Et quel est l'ennemi de la France à l'époque? C'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre parce que l'Angleterre s'oppose absolument à ce que la France ait une présence sur les mers. Louis XV hésite à reprendre la guerre contre l'Angleterre parce que cette guerre se présente de manière assez inégale, dans la mesure où l'Angleterre a une très forte supériorité navale. Mais le problème, c'est que l'Angleterre provoque la France avec un certain nombre d'interventions, au mépris d'ailleurs du droit international, et il deviendra rapidement impossible au roi Louis XV d'éviter la guerre. La première de ces interventions, elle est assez curieuse. Elle se produit en 1754 lors de la guerre des forts de l'Ohio. Les forts de l'Ohio, l'Ohio, c'est une vallée de ce qui est aujourd'hui les États-Unis. À l'époque, la France est installée sur cette vallée, elle y a mis des forts et les Anglais veulent les prendre. Alors, ils envoient les milices de Virginie, des troupes allemandes pour combattre les Français. Et il y a un incident diplomatique très grave, puisque un officier des milices de Virginie, donc au service de l'Angleterre, va se rendre coupable d'un crime de guerre. Il va tuer, fusiller et faire torturer par les Indiens plusieurs soldats français, notamment un officier, le lieutenant Coulon de Jumonville, qui porte un drapeau blanc pour traiter, pour faire des pourparlers de négociations. Mais cet officier demande de ne pas en tenir compte et le fait tuer. Ah oui, c'est vraiment incroyable. C'est très grave, c'est très grave. C'est très grave. Et ce qui est très amusant, c'est de savoir le nom de ce personnage qui s'est rendu ainsi coupable d'un crime de guerre. Hein. Cet homme s'appelle George Washington. Ah, tiens. Nous verrons que par la suite, ce personnage aura un rôle très important et il ne restera pas l'ennemi de la France. La France se montrera sans rancune à son égard. Oui. Bien. Le plus grave, c'est que George Washington est ensuite fait prisonnier par les troupes françaises, et notamment par le frère du lieutenant de Jumonville, qui s'appelle Coulon de Villiers. Et Coulon de Villiers lui fait signer un document dans lequel il reconnaît avoir violé les règles du droit des gens et avoir fait assassiner cet officier français. Il s'en sort bien, là, Washington, quand même, oui. Parce qu'il aurait pu tomber sur quelqu'un de plus... C'est vrai que Coulon de Villiers aurait pu se montrer plus vindicatif, mais lui voulait respecter les règles de la guerre. D'ailleurs, ce document existe toujours, il est au Quai d'Orsay, mais on le sort rarement. Peut-être pourrons-nous en servir un jour. Ça va venir. Espérons-le. Et puis là-dessus, eh bien, les Anglais continuent. Un an plus tard, ils arraisonnent 400 vaisseaux français, vaisseaux de commerce, rendant le commerce international de plus en plus difficile. Mais Louis XV ne déclenche pas encore la guerre. Et c'est à ce moment-là qu'un nouvel événement intervient. La Prusse et l'Angleterre signent un accord, l'accord de Westminster, au terme duquel la Prusse renonce à déclarer la guerre et à faire la guerre au Hanovre. Or, il faut savoir qu'à l'époque, le talon d'Achille de l'Angleterre, c'était précisément le Hanovre, qui était une possession anglaise, et cette possession, eh bien, elle est très vulnérable. À partir du moment où la Prusse renonce à attaquer l'Angleterre en Allemagne, l'alliance prussienne n'a plus aucun intérêt. Et c'est à ce moment-là que va intervenir cette paix, ce traité entre l'Autriche et la France, ce grand retournement des alliances qui sera négocié par deux personnes. Côté autrichien,
c'est le prince de Kaunitz, aidé du prince de Starhemberg. Et côté français, eh bien, c'est une femme. Une femme. Oui, la marquise de Incroyable. Pompadour. Hein, car tiens, comme je tiens. vous l'ai dit, Louis XV agit à l'insu de ses ambassadeurs et à l'insu de ses ministres. Et la Pompadour s'est adjoint les services d'un abbé, un abbé qui s'appelle l'abbé de Bernis, hein, et qui était d'ailleurs surnommé à l'époque Babet la bouquetière. Pourquoi? Parce qu'il était, nous sommes au XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Et cet abbé était passé maître dans l'art de rédiger des poèmes galants. Ah, Donc voilà. d'accord. Oui. En plus, il était corpulent, il avait un teint assez rosé, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour cela que Voltaire Comment vous l'appelait dites Babet Babet la bouquetière. La bouquetière. Voilà. Bon, d'accord. Et donc, cette alliance va voir le jour. C'est une alliance qui présente un certain amateurisme au départ, parce que Babet la bouquetière n'a pas très, très bien négocié, ce qui fait que les obligations ne sont pas équilibrées de part et d'autre. Mais enfin, cette alliance est indispensable parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre alliance possible. En effet, à partir du moment où la France cherche des alliés, elle va être obligée de prendre des alliés de petite taille en Allemagne, mais quand vous prenez un allié, il a nécessairement un ennemi qui se mettra de l'autre côté, et on a toujours le même problème. Donc la France est obligée de faire appel à l'Autriche, car il n'y a pas d'autre allié possible. Les conséquences de cette alliance sont importantes, puisque d'une part, à l'égard des autres alliés de la France, la Turquie, évidemment, vis-à-vis de ce pays, la sublime porte, eh bien, le traité, c'est un peu une prise de congé, puisque la France ne pourra plus être à la fois l'allié de la Turquie et l'allié de l'Autriche, qui est son ennemi. À l'égard de la Russie, c'est un petit peu la même chose. Eh bien, on s'expose un petit peu à des modifications, des retournements qui ne manqueront pas d'avoir lieu d'ailleurs. Et à l'égard de la Bavière, qui était l'allié de la France, ben, c'est également une prise de distance. Donc voilà cette alliance qui se met en place contre l'avis des ministres, contre l'avis d'une bonne partie des généraux, n'est-ce pas? Mais cette alliance est absolument indispensable, mais elle ne donne pas lieu immédiatement à une guerre. La guerre commence à partir du moment où, en pleine paix, Frédéric II va envahir la Bohême et la Saxe, qu'il va d'ailleurs copieusement piller. Et là, eh bien, la guerre est devenue inévitable et la France intervient. Elle intervient et la guerre de 7 ans a commencé. Vous voyez, 4 ans après que les provocations anglaises aient commencé, que les hostilités aient commencé, eh bien, la guerre va avoir lieu. Cette guerre, elle est extrêmement importante. C'est en fait la première véritable guerre mondiale, parce qu'elle se déroule sur tous les théâtres d'opération, aussi bien en Amérique, en Europe, vrai, en Allemagne oui. principalement, aux Indes, en Afrique. Le monde entier est le théâtre d'opération. Même en Afrique. Même en Afrique, bien sûr, parce que la France possède à l'époque, elle possédait le Sénégal, qui lui avait été pris par l'Angleterre, elle possédait l'île de Gorée, donc il y avait des interventions militaires qui se faisaient de manière maritime. Mais ce qu'il faut voir dans cette guerre, c'est qu'il y a en fait 2 guerres dans une seule. Il y a une guerre maritime qui est menée par la France contre l'Angleterre, et cette guerre est menée pratiquement seule, la France est seule vis-à-vis de l'Angleterre. Il y a un peu l'Espagne qui joue son rôle, mais l'Espagne est un pays un peu en décadence et elle n'arrive pas à faire face à l'Angleterre. Et en Allemagne, eh bien, c'est une guerre entre la Prusse d'une part, des troupes anglaises mais peu nombreuses, car l'armée anglaise est peu nombreuse, et l'Autriche et la France de l'autre côté. Et cette guerre va être une défaite. La France a perdu la guerre de 7 ans, elle l'a perdue de manière indiscutée, mais ça a toujours été à 2 doigts. Car sur Terre, la Prusse a bien failli être rayée de la carte. Pour la bonne raison qu'elle était envahie par les Russes qui avaient conquis la Prusse orientale, Berlin était occupé et on était vraiment à 2 doigts de la fin de ce pays. D'ailleurs, Frédéric II avait déjà pris des dispositions pour se suicider
Ah oui, parce que cette guerre, pour Frédéric II, c'était quelque chose. C'était vital. Non, mais il s'était engagé, c'était un quitte ou double. C'était vraiment. Il prenait tous les risques. Si il réussissait, la Prusse devenait plus grande. Si il échouait, il n'avait plus qu'à se tirer une balle dans la tête. Et Frédéric II se voit sauver la mise par la mort de l'impératrice russe Elisabeth Petrovna, qui était côté français, ou plutôt côté anti-prussien, et qui est remplacé par le tsar Pierre II, qui, lui, est un homme admirateur de Frédéric II et qui va essayer de conclure immédiatement une paix très avantageuse pour Frédéric. Et sur la mer, eh bien, la France perdra la guerre, malgré quelques batailles navales, elle perd la guerre. Elle la perd pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que la France n'a pas une marine assez moderne. Elle n'a pas des navires qui sont assez armés pour la mobilité. Les généraux sur terre, les généraux français sont très médiocres. Soubise, Richelieu, ce sont des gens qui sont peu capables, qui sont pusillanimes, en plus qui prennent des initiatives quelquefois très mauvaises, ce qui fait que la guerre sur terre est perdue comme la guerre sur mer, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que la guerre ne s'arrête pas, et que à l'époque, il y a un homme qui veut poursuivre la guerre jusqu'à l'écrasement définitif de la France, c'est Pitt, William Pitt, l'Ancien, qui, dans tous ses discours, dit « il faut continuer à faire la guerre à la France ». Heureusement, les particularités du régime anglais vont jouer, en ce sens que l'esprit partisan va prendre dessus, et Pitt va être mis en minorité et remplacé par Lord Bute, qui décide de faire la paix. Et la paix est à ce moment-là signée, qui est une paix négative pour la France, bien sûr, parce que elle entraîne la perte du Canada. Bon, c'est vrai, qui était une perte très grave, avec des conséquences très graves également pour les Français qui habitaient là-bas, puisque l'Acadie est conquise par les Anglais et toute la population française est déportée. Il y aura plus de la moitié de la population française qui sera exterminée par nos bons amis les Anglais, qui mourra de faim, de froid, etc. Donc c'est une paix très dure. Mais de notre côté, l'Angleterre a la faute, commet la faute, de laisser à la France des comptoirs, de lui laisser une place de puissance maritime dont elle pourra se servir pour recréer une marine, pour réformer son armée, et ce qui permettra par la suite de gagner une autre guerre contre l'Angleterre, la seule que la France ait véritablement gagnée au XVIIIe siècle, c'est la guerre d'indépendance américaine. Il faut bien voir que cet objectif de donner à la France une place internationale, de lui laisser une place de premier plan, conforme à son rang, c'est l'objectif principal du roi Louis XV. Et cet objectif sera continué par tous les ministres des Affaires étrangères français qui maintiendront l'alliance avec l'Autriche et qui refuseront de revenir aux alliances antérieures parce que ces alliances ne permettaient pas à la France d'avoir cette position de puissance internationale, de puissance ayant un rôle de premier plan. Et donc, Vergennes, d'ailleurs, l'expliquera très clairement en disant « La politique française repose sur 3 piliers, l'union étroite formée avec l'Espagne, l'alliance défensive contractée avec la cour de Vienne par le traité du 1er mai 1756, et, il conclut en disant « Le système fondamental de la couronne de France depuis un siècle, celui de la garantie de la Constitution et des libertés germaniques fondées sur les traités de Westphalie. » Donc l'idée est toujours la même, concentrer ses efforts sur la guerre maritime, neutraliser le continent, maintenir le continent en paix, non pas parce que la paix, il la faut à tout prix, mais parce que cette condition seule permet à la France de garder son statut de puissance de premier plan. C'est pour cette raison-là que la France renonce à s'étendre territorialement et qu'elle ne pourra pas récupérer les Pays-Bas comme le projetait Louis XV. C'est un renoncement provisoire, n'est-ce pas ? Mais cette politique permettait
de maintenir la France dans cette position de puissance maritime, puissante de premier plan, capable de contester la prédominance anglaise. Voilà. Alors, malheureusement, ni Louis XV ni Louis XVI ne pourront éviter qu'un nouvel acteur monte sur la scène politique, c'est-à-dire l'opinion publique, qui sera toujours hostile à cette politique d'alliance avec l'Autriche, dont d'ailleurs le mariage du dauphin avec l'archiduchesse Marie-Antoinette sera un des éléments fondamentaux. Voilà. Alors, cette alliance va être abandonnée par la Révolution, par les révolutionnaires, et puis ensuite, Napoléon continuera dans ce sens, ce qui aboutira à briser les équilibres européens en défaveur de la France, et ça se terminera avec la défaite autrichienne de Sadowa. Alors, je conclurai cet exposé sur la recherche d'un enseignement que nous enseigne cette épidole capitale de l'histoire militaire et diplomatique du XVIIIe siècle. Eh bien, ça nous enseigne que les alliances qui sont inutiles ou trop coûteuses ou qui compromettent notre sécurité ou qui nous mettent dans une situation de seconde zone doivent être renversées, même quand elles existent depuis des décennies, voire des siècles, et même quand ce sont des alliances avec la puissance la plus grande du monde. J'espère que vous avez vu où se dirigeait mon regard. Ce qui ne signifie pas que l'on doive se jeter à corps perdu dans une alliance nouvelle, qu'on doit la faire avec lucidité, mais on doit savoir prendre les tournants nécessaires. La France se trouve aujourd'hui dans une circonstance où les alliances doivent être révisées pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit, à partir de 1752, au renversement des alliances. Eh bien, merci beaucoup, Pierre, c'était lumineux. Et puis, pour Louis XV, le changement, c'était maintenant. Hein. Exactement. Bon, restez avec nous, on revient tout de suite. Moi, je vais vous emmener chez les Zoulous. Alors d'abord, pardon pour ma prononciation du Zoulou qui n'est sûrement pas parfaite. On vous pardonne. Je vais vous parler d'un épisode triste, un épisode même dramatique. C'est la mort du petit prince impérial, le fils de Napoléon III et d'Eugénie. Alors, c'était un enfant qui avait été très attendu, c'était un enfant unique. Il portait l'espoir de cet empire qui, vous le savez, va s'arrêter en 1870. D'ailleurs, le petit prince avait suivi son père pendant la guerre de 70 avec un petit uniforme. Il était en particulier au combat de Sarrebruck. Bon, on sait comment ça se termine. L'impératrice se réfugie en Angleterre avec son fils, qui est passionné par la chose militaire et donc tout naturellement qui va intégrer l'école des cadets de Woolwich. Et puis, il va se passer quelque chose à l'autre bout du monde, en Afrique du Sud. Il va y avoir une défaite absolument cinglante, sévère, la pire humiliation de l'Angleterre, peut-être au XIXe siècle. C'est la terrible défaite de Islandwana. C'était le 22 janvier 1879. Pour les Anglais, c'est une gifle incroyable. Il y a des milliers de morts, les drapeaux sont saisis, les armes sont saisies, 400 000 cartouches, enfin un désastre absolu. À noter quand même que le lendemain, le 23 janvier, un petit poste qui était changé en hôpital à Roxdrift va tenir avec 170 hommes contre des milliers de Zoulous et ils vont gagner. Ça va remonter le moral des Anglais qui sont quand même furieux et qui décident d'en finir avec les Zoulous en envoyant une force vraiment au niveau du problème. Le jeune prince voit sa chance de participer à l'histoire et fait le siège de l'entourage de la reine Victoria, qui n'est pas très chaude pour laisser ce petit jeune, qui n'est pas bien vieux, hein, il avait à peine 23 ans, s'embarquer comme ça dans une aventure qui est quand même extrêmement dangereuse. Mais le petit prince a vraiment envie de participer à cette guerre et il finira par l'intermédiaire de sa mère qui a l'oreille du duc de Cambridge en particulier, qui est le ministre de la guerre. Eh bien, il va arriver à monter sur un bateau qui s'appelle le Danube
Et le 27 février, il part d'Angleterre avec un serviteur et 2 chevaux, qui d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ne vont pas survivre au voyage. Ils sont morts de mal de mer, les pauvres bêtes. Bon, le voyage quand même assez agité. Ils arrivent 1 mois plus tard en Afrique du Sud. Là, c'est le petit prince qui ne va pas bien du tout et qui commence par avoir 3 semaines de fièvre, de maladie intestinale. C'est le baptême du feu, si on peut dire, des colonies. Et enfin, il se remet, il rachète un cheval qui sera le cheval Percy. C'est important, ce cheval. À noter qu'il avait l'équipement de son père pendant la guerre de 70, donc la selle, le harnachement, etc. Et ça aussi, c'est important parce que c'est un équipement qui n'avait pas été bien entretenu, qui ne sera pas solide. Et ça va jouer un rôle dans sa fin tragique. Il finit par rencontrer Lord Chelmsford, qui est le gouverneur militaire d'Afrique du Sud, qui lui dit, en gros, prince, vous n'avez pas votre place ici, vous restez comme observateur, mais sans uniforme, sans armes, sans rien. Grosse colère du prince, qui insiste en montrant une lettre de Lord Cambridge, et puis finalement, Chelmsford finit par dire, bon, après tout, s'il veut y aller, il dit simplement... j'espère qu'il ne va pas être trop courageux. Ce qui va être le cas. Donc, le jeune prince a le droit de porter un uniforme, de porter des armes et d'être dans une unité combattante. Est-il officier? Oui, il est officier, mais à un niveau assez bas. Il est sous les ordres d'un capitaine qui s'appelle le capitaine Carré, qui n'est pas bien vieux, lui non plus, qui a 31 ans, qui vient d'avoir ses galons de capitaine. Donc, il n'a même pas eu le temps de les coudre sur son uniforme, le capitaine Carré. Et ce n'est pas un héros viril, hein, le capitaine Carré, on verra ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent en reconnaissance pour trouver un campement pour le lendemain, donc trouver un endroit où il y a de l'eau, où c'est assez sûr, etc. Ils arrivent le 1er juin, qui est le jour de la Pentecôte, un dimanche. Ils arrivent à un endroit où il y a un village zoulou qui a été précipitamment abandonné, tellement précipitamment abandonné que les feux sont encore chauds. Et c'est un endroit vraiment qui n'était pas bien choisi, parce qu'il est entouré de champs de maïs où des hommes peuvent se cacher, et il est entouré surtout de champs avec des herbes très très hautes qui font plus de 2 mètres, et c'est vraiment un endroit qui est un piège, il n'y a aucune visibilité. En plus, il y a 6 soldats, le capitaine Carré et le jeune prince, donc ça ne fait pas beaucoup, c'est un tout petit détachement. Il devait avoir des troupes indigènes, des cafres, qui n'arrivent jamais. Donc ils partent quand même en reconnaissance. Et là, ils s'installent, ils font du café, ils font du thé, ça c'est les Anglais. Hein. Le jeune prince descend de cheval, se met à dessiner. C'était un artiste délicat, on a de très beaux dessins de lui. Et puis tout d'un coup, il y a quand même un soldat qui dit, écoutez, il y a du monde, là, il se passe quelque chose. Carré dit, on recèle les chevaux, parce qu'ils avaient décelé les chevaux, erreur grave. Et le jeune prince, lui, n'avait pas totalement décelé, mais il avait défait les sangles de la selle. Et il dit, je termine mon dessin. C'était pas très malin. Et le capitaine Carré n'ose pas lui dire, si, vous arrêtez tout, vous remontez à cheval et on se sauve. Et il lui dit, dépêchez-vous. Et en fait, c'est l'attaque des Zoulous. Les Zoulous sont plusieurs centaines. Ceux qui ont pu monter à cheval se sauvent. Le cheval du prince, voyant que les autres chevaux partent au galop, part au galop lui aussi, avec le jeune prince qui était très athlétique, qui était un excellent cavalier, qui met simplement un pied dans un étrier, à gauche bien sûr, et qui s'accroche au pommeau et essaye de monter à cheval. Il savait faire ça, il l'avait fait en voltige. En voltige, il était très bon. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les sangles vont céder. Et donc, le prince va être précipité par terre avec la selle, il va se casser le poignet droit, et on imagine le choc que ça a été, hein. C'est un coin où... En plus, le cheval l'a entraîné dans ce qui s'appelle une donga, qui est un peu l'équivalent des oueds en Algérie, donc un lit de rivière escarpé. Et là, il va se battre comme un lion, ce jeune homme. Avec son poignet cassé, il ne peut plus utiliser le bras droit, mais il va tirer son pistolet et tirer 3 fois sur les Zoulous de la main gauche. Il va recevoir une sagaie dans l'épaule gauche, ce qui va l'empêcher de continuer à tirer. Il va recevoir finalement une sagaie dans la poitrine, et ce qui va le tuer,
une sagaie qui s'enfonce profondément dans un de ses yeux. Et là, il est mort instantanément. Les Zoulous se déchaînent sur les corps. Alors les autres qui ont été tués, puisqu'il y a eu 2 autres soldats tués, les autres ont pu se sauver. Hein. Et le capitaine Carré? Il a survécu, lui. Il s'est sauvé. Il s'est sauvé comme un lâche. Ça lui sera d'ailleurs vraiment reproché. Il passera en cour martiale et il dira, de toute façon, quelqu'un qui tombait de cheval face aux Zoulous, on savait qu'il était perdu, ça ne servait à rien que je me fasse tuer moi aussi. Il va avoir un blâme, on va l'expédier sur les confins de l'Empire, quelque part aux Indes, où il sera extrêmement snobé par les autres officiers, il ne s'en remettra pas, et 3 ans plus tard, il mourra d'un coup de pied, d'un coup de sabot de cheval dans le ventre, exit le capitaine Carré. C'était pas un foudre de guerre. Mais donc les Zoulous mutilent les corps des soldats anglais, qui ont été tués tout de suite, et ils ne mutilent pas le corps du jeune prince parce qu'ils considèrent qu'il s'est battu. Et c'est le seul qui se soit battu. Donc ils le respectent. Ils vont simplement le déshabiller, lui voler son uniforme, ses armes, sa montre. Ils lui laissent une médaille sainte qu'il avait autour du cou parce qu'ils considèrent que c'est comme une amulette des guerriers zoulous et que donc, respect. Mais ils laissent le corps nu, n'importe comment, là, comme ça, au fond de la Donga. Les Anglais sont atterrés, évidemment. La nouvelle va mettre quand même 19 jours pour atteindre Londres et pour atteindre la pauvre impératrice Eugénie qui est évidemment écrasée de chagrin. Elle dira c'est curieux qu'on ne puisse pas mourir de chagrin. Et bon. Les Anglais vont récupérer le corps du jeune prince le lendemain et ils vont le ramener avec des honneurs militaires jusqu'à Londres. Et là, il va y avoir un enterrement très, très beau, très fort, qui va poser 1000 problèmes, d'ailleurs diplomatiques, parce qu'il est mort sous l'uniforme anglais, mais il était français. Problème là aussi, la reine Victoria, qui était désolée de cette mort, ne peut pas assister aux obsèques religieuses parce qu'elle est chef de l'Église anglicane. En France, des gens comme Gambetta vont faire des gorges chaudes en disant « il a clamsé le pauvre chéri », etc. Vraiment de façon immonde, parce qu'il n'y avait pas de lieu de se moquer de ce destin tragique d'un jeune homme brillant. Et donc c'est la fin des espoirs d'un renouveau de l'Empire. Le prince va être enterré finalement à côté de son père dans un couvent catholique et où Eugénie les rejoindra quand elle mourra en 1920 seulement, à 94 ans, s'étant jamais remise de la mort de son fils. Et alors je voudrais terminer cette évocation, mais il m'a beaucoup touché, ce jeune homme de 23 ans, plein de courage, plein de fougue, qui voulait faire quelque chose. Il aurait pu rester tranquillement en Angleterre, aller à la chasse au renard et aller dans des réceptions, mais non, s'il avait une haute idée de son devoir. D'abord, il commence son testament qu'il a écrit une semaine avant de s'embarquer. « Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine dans laquelle je suis né. Je désire que mon corps soit déposé auprès de celui de mon père. Ma dernière pensée sera pour ma patrie et c'est pour elle que je voudrais mourir. » Et il avait écrit une prière qu'il disait tous les jours, qui est assez longue, mais dont je vais vous lire juste quelques phrases. « Mon Dieu, je vous donne mon cœur, mais vous, donnez-moi la foi. Sans foi, il n'est point d'ardente prière, et prier est un besoin de mon âme. Je vous prie, non pour que vous écartiez les obstacles qui s'élèvent sur ma route, mais pour que vous me permettiez de les franchir. La seule satisfaction que je recherche est celle qui dure toujours, celle que donne une conscience tranquille. Ô mon Dieu, montrez-moi toujours où se trouve mon devoir, donnez-moi la force de l'accomplir en toute occasion. Arrivé au terme de ma vie, je tournerai sans crainte mes regards vers le passé. Le souvenir n'en sera pas pour moi un long remords, alors je serai heureux. » Bravo, le petit prince. Chers amis de TV Liberté, nous passons maintenant à la deuxième partie de notre émission. Qui est même la troisième. Qui est la troisième, oui, mais enfin c'est la deuxième demi-heure. Qui est consacrée à une interview que M. Philippe Dugues
nous a fait l'honneur d'accepter. Je rappelle que M. Philippe Dugue a occupé des fonctions importantes au ministère de la Culture dans l'administration du cinéma français. Il a également écrit plusieurs ouvrages consacrés notamment au cinéma. Je citerai Les causeries du dimanche, un autre livre, Les écrans de la guerre. Je suppose que c'est un livre consacré au cinéma français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a également consacré un livre à Robert Brasillac. Nous avons eu l'honneur d'ailleurs de l'interroger il y a quelques années sur un livre qu'il a écrit sur les années 50, la chronique buissonnière des années 50. Et il vient de publier un livre qui s'appelle « L'envahisseur américain », avec comme sous-titre « Hollywood contre Billancourt », un livre dans lequel il nous explique quelle est la nature de ce conflit qui existe sur le plan culturel et comment a-t-on géré depuis bientôt presque un siècle cette différence de conception entre le cinéma français et le cinéma américain. Je crois savoir, Philippe Duc, que le problème a commencé à se poser juste après la Première Guerre mondiale, ce que tout le monde ignore d'ailleurs. Si vous permettez une petite correction, le livre n'est pas récent, hein. Il est d'actualité et il va le redevenir très, très fort dans les mois qui viennent. Mais c'est un livre qui a déjà quelques années et je pense d'ailleurs qu'il est épuisé. Mais enfin, on doit pouvoir le trouver encore chez quelques brocanteurs. Les relations cinématographiques franco-américaines, c'est un vieux problème, c'est un problème latent, récurrent, qui refait surface périodiquement dans des périodes de crise et qui traduit une situation d'antagonisme profond entre Hollywood et Paris. Les Américains n'ont jamais admis que le cinéma ait été d'abord une invention française. Hein, quand ils écrivent leur histoire du cinéma, il n'est jamais question des frères Lumière. On parle d'Edison, qui a joué son rôle, c'est vrai, mais les frères Lumière leur est inconnu. Ils ne veulent pas savoir que pendant 20 ans, jusqu'à l'explosion de la Grande Guerre, justement, le cinéma français est le premier du monde. Hein. Méliès, ils ignorent. Ils ignorent totalement, non seulement ils l'ignorent, mais ils l'ont ruiné, enfin plutôt ils ont ruiné son frère, enfin bon, c'est une histoire un peu marginale. Ce qu'il faut voir, c'est que par une coïncidence vraiment malchanceuse, Hollywood a été fondé en 1914, mauvaise année pour bien des raisons, et qui, pour la France notamment, a entraîné comme dommage collatéral l'arrêt immédiat du cinéma français. Hein, mobilisation des personnels, techniciens, artistes, réquisition des studios ou des salles par l'armée. Bref, pendant des mois et des mois, il n'y a plus de cinéma français. Alors, ceux qui en bénéficient alors sont les Italiens, qui, eux, n'entrent en guerre qu'un an après nous. Donc, c'est là qu'on voit arriver des grands films comme Quo Vadis, Cabiria, Christus et d'autres. Mais il faut bien voir qu'en 1918, quand la guerre s'arrête, la situation s'est complètement renversée. Il n'y a pratiquement plus de cinéma européen et français, pas plus que d'autres. Par contre, c'était la découverte du cinéma américain et la découverte d'Hollywood, hein, qui à peine fondé. Les premières grandes sociétés, Keystone, Triangle, ce qui va devenir la Paramount, tout ça entre dans une activité redoublée par l'ouverture des marchés européens qui fait de Hollywood en 1918 une puissance unique en matière de production cinématographique. Les Français, privés de cinéma national ou italien ou anglais, ont découvert le cinéma américain et dès le début, ils s'en sont engoués. Hein. Charlie Chaplin est devenu tout de suite une gloire mondiale. En moins de 12 mois, en France, sa réputation était faite, les écrivains s'emparaient du personnage.
Et même chose avec les premières stars, et Buster Keaton, et les premiers grands films de Griffith, de Cecil B. DeMille, etc. Donc, que se passe-t-il en 1919, qui est une date importante? Charles Pathé, qui était le personnage principal du cinéma français, avec Gaumont, mais encore plus Gaumont, fait à son conseil d'administration une déclaration historique, leur dit « la production de films en France, c'est terminé, c'est plus la peine de lutter contre les Américains. Ils ont un marché 3 ou 4 fois plus important que le nôtre, 3 fois en tout cas, et leurs films, quand ils arrivent chez nous, sont déjà amortis. Donc, plus moyen d'entrer en concurrence avec eux. De toute façon, le public français a pris goût à leurs films, ne jure plus que par les nouvelles vedettes américaines. Et c'est vrai que dans les années qui viennent, on va voir surgir Rudolph Valentino, Gloria Swanson, Liliane Guiche et beaucoup d'autres. Donc Pathé dit c'est fini, moi j'arrête la production de films, je ne ferai plus que de la fabrication de pellicules. Au moins là, et encore, il va se faire avoir par les Américains car il passe un accord avec Kodak qui produisait aussi de la pellicule et il se fait un peu rouler. Gaumont essaie de tenir un peu plus longtemps, mais son principal metteur en scène, qui était Louis Feuillade, qui faisait le meilleur de sa production, c'est-à-dire Fantomas, Judex, Les Vampires, tout ce qui avait eu quand même beaucoup de succès à une certaine époque, Feuillade meurt à ce moment-là et n'est pas remplacé. Donc, pendant les 10 années qui vont suivre la déclaration de Pathé, le cinéma français est en pleine déconfiture. Il ne reste plus que quelques petites sociétés, en général provinciales, dans le Midi, à Marseille, à Nice, pour continuer, mais incapables de lutter avec la puissance américaine. Alors tout de même, en 1929, les pouvoirs publics français commencent à s'émouvoir parce qu'on s'aperçoit que non seulement le cinéma peut être un art, c'est ce que découvraient beaucoup d'écrivains, d'intellectuels français, justement dans cette période où le cinéma français subit une éclipse, mais des gens comme Louis Deluc, Émile Vuillermoz, Léon Moussinac, Aragon, Cocteau, des poètes sans goût pour le cinéma. Et c'est là qu'on invente la notion du 7e art. Les pouvoirs publics ne sont pas tellement émus par cet aspect de la question, mais par contre, ils s'aperçoivent qu'il y a là un atout économique qu'il est peut-être dommage, regrettable de négliger. Et ils réfléchissent sur cette idée que je trouve parfaitement exprimée par le président Hoover, le président des États-Unis avant Roosevelt, dans les années 20. Là où le film américain pénètre, nous vendons davantage d'automobiles américaines, plus de casquettes, plus de phonographes américains. C'est une réflexion qui fera son chemin et dont les conséquences se font sentir encore et n'ont pas fini d'être sensibles un peu partout, et dont nous retrouverons l'écho d'ailleurs, j'espère que je l'ai là, de longues années après, à l'occasion d'une péripétie que je vous raconterai dans un instant. Quand la bataille, à la fin des années 90, battait son plein de nouveau entre Américains et nous, c'est Bertrand Tavernier, notre cinéaste national bien connu, porte-drapeau du cinéma français, qui dit « Pourquoi est-ce que le cinéma américain et ses représentants demandent aux réalisateurs américains de ne plus mettre de voitures japonaises dans leurs films ? C'est parce que ces films font vendre des voitures. » Vous voyez que 70 ans après, ou s'en faut, on retrouve la même idée. Donc, on va prendre des mesures qui, dans un premier temps, ne sont nullement respectées. Il y a un décret pris par je ne sais plus quel homme politique à la fin des années 20 qui essaie de contingenter
la pénétration des films américains sur le marché français. Ça coïncide d'ailleurs avec le début du cinéma parlant. Voilà. Alors, le décret n'est pas appliqué. Les Américains s'arrangent très bien pour le contourner. Mais le cinéma français, par une coïncidence heureuse que vous venez de signaler, va pouvoir redémarrer au début des années 30 grâce au parlant. Et effectivement, le doublage qui permet d'entendre en langue française des films américains ou étrangers, quels qu'ils soient, n'est pas au point, n'existe pas, enfin techniquement ne fonctionne pas bien. Donc, faute de doublage, de nouvelles chances se créent pour le cinéma français et d'abord pour le cinéma européen, car les Allemands, eux, étaient très en avance au point de vue du cinéma sonore. Le cinéma américain, d'ailleurs, bénéficie de brevets allemands qu'ils avaient eu la prudence d'acheter dès le début des années 20, en disant un jour, ça suffira. Et la Fox, avec ses fameuses actualités Fox Movietone, qui sont les premières qu'on entendra en France, bénéficie d'un brevet allemand que M. Fox, William Fox, qui s'appelait Fuchs, de son nom d'origine, et qui avait gardé des liens avec son Allemagne natale, je crois, avait eu la prudence d'acheter à Berlin. Donc, les premiers films français sont tournés, parlant français, je veux dire, en français, sont tournés d'abord à Berlin et ensuite à Londres. Là, on a pris du retard. Il va falloir à peu près 2 ans pour que les studios soient équipés. Et d'ailleurs, le premier studio équipé de façon vraiment fonctionnelle, c'est celui d'Épinay, de la Tobis Klangfilm, la grande société allemande. Donc, voilà. Alors, on va pouvoir commencer à relancer le cinéma français au début des années 30, après quoi on va prendre de nouvelles mesures politiques qui, cette fois, vont être respectées. C'est un certain décret Herriot qui fixe un contingent. Les Américains ont le droit, je crois, d'introduire en France annuellement 140 films doublés. Cette fois, le doublage marche, on est à peu près 35, et à peu près autant de films non doublés, mais sous-titrés. Ce qui est négligeable, car il faut voir qu'à l'époque, le public français ne supporte pas les films sous-titrés. Il y a 1 ou 2 salles spécialisées dans Paris qui le passent, pour des intellectuels d'avant-garde, mais dans les villes de province, même les plus grandes, on n'admet pas le film doublé. C'est un problème technique, c'est que les gens voyaient mal, les sous-titres, n'avaient pas le temps de lire oui, sans doute. Pourtant, ils savaient plutôt mieux lire qu'aujourd'hui, mais ils n'aimaient pas ça. Non. Et alors, ces 140 films représentent quel pourcentage par rapport aux films français qui sortent au même moment Alors, nous produisons à peu près le même nombre de films, entre les films français qu'on continue à produire à Berlin, car ça va continuer jusqu'à la guerre, parce qu'il faut bien voir qu'à partir du moment où Hitler arrive au pouvoir et où il y a une espèce de blocus autour de l'Allemagne nazie qui condamne le Troisième Reich à une autarcie complète, c'est un des moyens pour les Allemands de se procurer des devises étrangères, c'est de faire tourner des films français dans les studios de Berlin, qui sont supérieurement équipés. Les fameux studios de Neubabelsberg voient des acteurs français, y compris acteurs et metteurs en scène juifs d'ailleurs. Là, ils sont complètement indifférents à la chose. Jusqu'en août 39. Incroyable. En août 39, on a une photo très éloquente du docteur Goebbels lui-même dans le studio de Neubabelsberg, entre Fernandel et Elvire Popesco, qui sont en train de tourner le dernier film français. Quelques titres de films tournés comme ça en Allemagne dans ces années-là Adrienne le Couvreur, pour rester dans une époque qu'on vient d'évoquer. La Kermesse héroïque. La Kermesse héroïque. C'est un film allemand. Incroyable. C'est un film en double version. Oui. Il y a une version allemande et la version française, qui est la seule que nous connaissions.
Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a Et est-ce que c'était marqué au générique, tourné dans les studios de tel... Je pense que oui. Mais je regarderai la prochaine fois. oui, des films de Jean Grémillon, L'étrange Monsieur Victor, par exemple, avec Rému et Viviane Romance. Il y a beaucoup de grands films français qui sont tournés. Et ça ne gêne pas le gouvernement? Business is business. Bien sûr, évidemment. C'est du bon français. Évidemment. Les cinéastes se débrouillent entre eux comme ils veulent. Les Allemands, eux, sont très contents, ça fait rentrer des devises. Et nous, ça nous permet de faire travailler nos équipes, nos acteurs, nos techniciens. Tout le monde y trouve son compte. Non, là où la politique reprend le dessus, c'est que les films allemands importés en France à partir de 1933 sont étroitement contingentés. À partir du moment où Hitler est là, quand vous accordez 140 films aux Américains, 148 je crois exactement, mais ensuite ils obtiennent des dérogations, ils peuvent augmenter le chiffre jusqu'à la guerre, mais enfin... 140 pour les Américains, 20 pour les Allemands. Parce que... Et y a-t-il des grands films allemands à cette époque-là? Oui. Contrairement à l'idée reçue, reçue, le Troisième Reich, malgré l'émigration de quelques acteurs ou metteurs en scène, généralement juifs d'ailleurs, ou anti-nazis en tout cas, relance une production de très bonne qualité, avec peu de films de propagande, contrairement à l'idée reçue. Oui, on cite toujours le Juif Sus ou le jeune hitlérien Quex, qui sortiront en France. Des vrais films. Mais, par exemple, L'Ange Bleu, est-ce que c'était L'Ange Bleu est antérieur au Reich, c'est un film de 1931. Non, c'est un film absolument non politique, tiré d'un roman de Heinrich Mann, le frère de Thomas Mann. C'est le film qui lance Marlène Dietrich, qui est aussitôt engagé à Hollywood après le succès de L'Ange Bleu. Mais c'est pas du tout un exil anti-nazi, comme elle l'a raconté par la suite. C'était uniquement un magnifique contrat de la Paramount qu'il avait attiré là-bas dès 1931. Donc elle est en avance sur les autres. Mais enfin, il y a un cinéma allemand intéressant, dont on aura un aperçu pendant la guerre. Alors, que dire après ce contingentement des films américains, les films américains disparaissent des écrans français pendant 4 ou 5 ans, sauf tout de même en zone libre jusqu'en 1942, où on peut voir librement des films américains à Lyon, à Marseille, à Toulouse et dans les campagnes environnantes. C'est une chose qu'on oublie toujours. Et vous pouviez voir dans le même cinéma, au fil des semaines, Robin des Bois, Blanche-Neige, Le Juif Sus, Le Maître de Poste, qui était un des grands succès allemands de l'occupation, et Le Baron de Munchausen, qui a été le plus grand probablement. Mais à partir de 1942, il n'y a plus de zone libre, les films américains disparaissent. Les Américains reviennent en libérateurs triomphalement accueillis en 1944-45. Et là, tout le monde attend les films américains, dont on est privé à Paris et dans les zones occupées depuis 4 ans et demi, et en zone libre depuis 2 ans. Mais les Américains ne l'entendent pas comme ça. Ils veulent à aucun prix qu'on revienne au système des contingentements et des quotas d'avant-guerre dont ils ont pâti malgré tout, et veulent profiter de leur popularité pour imposer leur vue. C'est mal connaître le cinéma français qui est très très récalcitrant et qui a connu une véritable renaissance pendant l'occupation. Ça a été une des périodes d'âge d'or du cinéma français, avec des films comme Les Visiteurs du Soir, L'Éternel Retour, Le Corbeau, L'Assassin Vito 21. Il y a Goupil-Main Rouge. Goupil-Main Rouge. Oui, il y a 25 ou 30 titres classiques aujourd'hui. Qui ont tous passé l'histoire, qui sont encore regardables. Oui, bien sûr, et qui sont nos classiques, parmi les classiques, qui ont été réalisés entre 1941 et 1944.
Donc, nos artistes français entendent bien continuer de la sorte et se débattent comme des beaux diables. Donc, il va s'en suivre des négociations extrêmement épineuses au lendemain de la guerre qui font que on ne verra pas tout de suite les grands films américains. Il y a un film mythique que les Français ont attendu pendant 5 ans, c'est Autant n'emporte le vent, qui a été tourné en 1939. C'est bien connu, Oui, mais tout le monde croit que les Français ont vu Autant n'emporte le vent dès 1945. Pas du tout. Les Américains nous feront lanterner jusqu'en 1950. Le film sortira... Quand sont les Américains qui nous font lanterner ? Bien sûr, parce que comme on avait ce mouvement d'opposition à leur cinéma, ils savaient très bien que c'était la chose la plus attendue, donc ils la gardent en réserve comme moyen de pression. D'accord. Alors, tout ceci va déboucher en 1946 sur ce qu'on appelle les accords Bloom-Burns. Léon Blum était parti à Washington négocier un prêt pour lancer la reconstruction de la France. C'était un prêt très important, je crois à l'époque c'était 300 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Et parmi les points qu'il y avait à négocier, points secondaires aux yeux des politiques, et en tout cas de Léon Blum, qui était un homme d'une autre génération, il y avait le cinéma. Et ces accords signés avec le secrétaire d'État Burns, les accords Bloom-Burns de leur nom, sacrifient le cinéma français allègrement. Pas totalement. On ne revient pas au système de contingentement dont les Américains ne voulaient plus entendre parler, mais on trouve un système ingénieux qui dit, voilà, sur 13 semaines que comporte un trimestre, 13 semaines dans les cinémas, sur ces 13 semaines, 4 seront réservées obligatoirement au cinéma, au film français, et 9 aux films étrangers. Étrangers, ça veut dire évidemment... C'est un marché de dupes. C'est un marché de dupes, absolument. Et quand on le fait remarquer à Léon Blum, il dit j'aurais sacrifié de gaieté de cœur le cinéma français aux autres intérêts du pays. Pour avoir ce fameux prêt qui était, à mes yeux, pour avoir l'ensemble du prêt. J'aime autant vous dire que ce sont des mots qui ont pesé très lourd dans l'opinion que le cinéma français a gardé longtemps sur les ministres socialistes. Il y aura quand même quelques réactions. On obtiendra 2 ou 3 ans après que les 4 semaines réservées au cinéma français deviennent 5 semaines, ce qui est déjà un progrès sensible et qui a permis de relancer la production, qui repart avec les mêmes hommes qui avaient travaillé sous l'occupation, ou avec ceux qui avaient émigré à Hollywood, comme René Clair, Jean Renoir, Jean Gabin, Michel Morgan, enfin, qui avaient tous disparu pendant 4 ans, et qui reviennent d'ailleurs pas toujours très bien accueillis. On les considère un peu comme des lâcheurs. Planqués, oui. Oui. C'est-à-dire que s'ils étaient restés, c'était des collabos, s'ils partaient, c'était des planqués. C'est un peu ce qui s'est passé. Et comme davantage étaient restés et avaient créé un mouvement de solidarité, Henri-Georges Clouzot a été le plus sévèrement sanctionné au lendemain de la libération, mais finalement, l'ensemble de la profession s'est déclaré solidaire de lui. Il y a eu des campagnes dans la presse, et il a pu revenir finalement assez vite. Donc, les accords Bloom-Burns, malgré les dégâts causés, ont quand même une conséquence remarquable, c'est la mise en place d'un système de soutien. Le fonds de soutien au cinéma français est créé à ce moment-là. L'avance sur recette ? Non, rien à voir. Non. C'est beaucoup plus important que l'avance sur recette. C'est un système très ingénieux qui fait que toutes les fois que vous allez au cinéma, au guichet, on prélève une taxe qui varie selon les époques de 12 à 14 ou 15%, qui est immédiatement reversée à un fonds de soutien qui va profiter au seul cinéma français, avec l'obligation de réinvestir cet argent dans la production d'un autre film du même producteur. Ce qui fait que les Américains sont les premiers à alimenter notre fonds de soutien, puisque ces taxes sont prélevées aussi bien sur les films américains que sur tous les billets vendus en France. Tous les billets vendus en France. Ça les rend enragés. Et pendant des années, ils ont essayé d'obtenir l'abrogation du fonds de soutien.
Jusqu'ici, ils n'y sont pas parvenus. Ils ont pu le grignoter, je passe sur le détail, des moyens ingénieux qu'ils ont employés. Il y a eu une très chaude alerte en 1993 avec les négociations du GATT, qui était un accord économique et commercial qui essayait de mettre fin au fonds de soutien. Et 5 ans après, en 1998, avec les négociations de l'AMI, l'accord pour l'investissement. Hein. Et là, il y a eu un très bel article de Jacques Lang dans Le Monde disant « L'AMI, c'est l'ennemi ». Et c'est là que Tavernier et les autres cinéastes français ont fait les déclarations et les manifestations qui ont permis de résister encore aux Américains et de sauver, encore une fois, notre système qui est toujours en place. Alors avec des... Vous parlez de Pascal Lamy? Non, non. L'AMI, c'était l'accord monétaire pour l'investissement. Hein, et il disait l'AMI, c'est l'ennemi. Et je dois dire, Lang, chauffé à blanc par la profession des cinéastes comme Tavernier, Alain Corneau, François Truffaut, enfin tous ceux qui étaient là à ce moment-là. Le pauvre Jacques Lang, non pas le pauvre Jacques Lang, il était bien. Il faut quand même ce qu'il est monté au créneau. C'est assez rare qu'on dise du bien de Jacques Lang. Alors. Oui, mais en matière de cinéma... bon, très bien, ça ne peut pas être mauvais partout. J'ai connu 7 ou 8 ministres sous lesquels j'ai servi. Il y en a 2 dont je peux dire du bien, et même 1 et demi. Et qui c'est le demi? C'était Michel Guy qui avait moins de pouvoir. C'était un secrétaire d'État sous Giscard, mais qui a eu ses qualités. Bon, c'est une parenthèse. Voilà, alors on en est là. Et mes inquiétudes et la reprise du cinéma, enfin du conflit cinématographique me semble maintenant imminente. Vous savez qu'on annonce la négociation d'un accord commercial Europe-Amérique. Le fameux TAFTA, le traité transatlantique. Voilà. Oui, redoutable. Et il est évident que les Américains ont prévu dedans la mort de notre fonds de soutien qu'ils détestent donc depuis maintenant 70 ans. Et ils ont prévu, à terme, l'étranglement pur et simple du cinéma français, qui est un des derniers à leur tenir tête et qui est leur bête noire depuis qu'il y a un cinéma américain qui a pris l'ascendant sur le nôtre, chez nous. Il suffit de voir la place qu'ils occupent sur nos écrans. C'est à la fois un instrument de conquête industrielle, mais un instrument de conquête culturelle. De toute façon, le traité transatlantique contient énormément de volets qui tous sont mortifères pour l'économie et la culture européenne. Bien entendu. C'est un traité qui, tous azimuts, néfaste à tout point de vue. Voilà. Eh bien, il faut savoir que le cinéma est dans le collimateur de ce traité, que c'est une des cibles principales, qu'il y a l'engagement de la part des officiels français qui n'y sera pas touché. Jusqu'à la dernière minute, il convient d'être sur ses gardes et de se méfier. Que tout est secret. Oui, ces textes sont totalement tenus secrets, donc on ne sait pas ce qu'ils concluent. Oui, donc, et on peut craindre que, tel son illustre prédécesseur Léon Blum, François Hollande, le moment venu, si nécessaire, et ça risque d'être nécessaire, soit tout prêt à sacrifier les intérêts du cinéma français. Enfin, ça dépend, parce qu'il a une petite actrice qu'il aime bien quand même. Oui, alors peut-être que... Non, je plaisante. Il y a des actrices américaines qui pourront très bien jouer le rôle le moment venu. Ceci sous ma seule responsabilité. Philippe Dugues, avant de nous quitter, je voudrais vous poser une question. En ce qui concerne ce désaccord, vous l'avez présenté comme un désaccord essentiellement commercial. Mais n'y a-t-il pas également une conception doctrinale, une vision de la culture totalement différente entre les États-Unis et la France? Est-ce que pour les Américains, la culture n'est-elle pas simplement un produit comme les autres? Bien entendu, bien entendu. Là où nous parlons de 7e art, nous en parlions parce qu'on en parle moins quand même aujourd'hui, eux parlent produit. Hein, le film est un produit marchand comme un autre,
Il s'agit d'inonder le marché et non pas de projeter sur un écran une œuvre culturelle édifiée par des artistes, des poètes. Et avec un contexte historique, identitaire, qui vient de loin, qui permet la diversité. C'est une chose que, évidemment, les Américains ne peuvent pas comprendre. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, quand ils veulent voir des films sur l'histoire européenne, ils les font eux-mêmes, hein, et ils les font très bien. Combien de films ont-ils fait sur Marie Stuart, sur Élisabeth d'Angleterre, sur Catherine II, sur Marie-Antoinette ils font l'histoire européenne pour public américain, accommodé à leur guise. Mais ils ne veulent pas que nous continuions à les faire. À mon avis, la bataille s'annonce rude et loin d'être gagnée. Hein. Je suis très très inquiet. Après avoir suivi toute cette histoire pendant plus de 50 ans, je crains un dénouement qui ne sera pas une happy end. Donc il convient d'être vigilant. Bon, ah oui, une fois de plus, d'être vigilant, ça ne servira à rien, mais au moins on ne se laissera pas croquer. C'est pas sûr. Hein. Les accords Bloomberg ont vu défiler dans la rue 10 ou 15 000 professionnels avec à leur tête Jean Marais, Gérard Philippe, Simone Signoret, Jacques Becker, tous les grands noms de l'époque en 1947 on verra qui défilera sont descendus dans la rue. Mais à mon avis, là, ils défileront tous. Hein, oui, sûrement. Moi, je voudrais terminer sur une citation de Lelouch, que j'aime bien, qui dit le cinéma américain raconte des petites histoires avec des grands moyens et le cinéma français raconte des grandes histoires avec des petits moyens. C'est un peu notre marque de fabrique, peut-être. J'aime bien Claude Lelouch, que je connais bien, et je pense qu'il descendra dans la rue lui aussi, mais le cinéma américain raconte aussi des grandes histoires avec des grands moyens. Hein, il ne faut pas voir que ce qu'ils appellent vilainement des blockbusters, c'est-à-dire de superproductions pour public infantile d'âge mental de 12 ans, même si ça va jusqu'à 30 ou 40 ans, ils ne font pas que ça. Hein, ils font aussi... et il y a aussi des petits films français qui sont petits. Qui sont minuscules, dérisoires. Qui sont même minuscules et dans l'air du temps, disons-nous. Je l'ai écrit et répété bien souvent et je ne m'en lasse pas. Bien, messieurs, l'émission se termine. C'est dommage parce qu'on resterait beaucoup plus longtemps avec vous, Philippe Duc. Merci d'être resté avec nous et on vous donne rendez-vous pour le prochain Passé Présent. À bientôt.